Et voici la partie 2 du module 3. Choix de stratégie visant l'accès à une éducation inclusive de qualité. Cette présentation se concentre sur passer de l'analyse du secteur de l'éducation à l'identification et au choix des stratégies. Examiner les facteurs déterminants du choix des stratégies. Faisons le point. Dans la présentation précédente, nous sommes passés du stade de l'analyse à celui de l'évaluation, en identifiant les enjeux prioritaires et les points d'entrée à considérer. Maintenant, nous examinons de plus près les facteurs déterminants à prendre en compte dans le choix d'une stratégie pour s'attaquer au point d'entrée choisi ou au problème central et à ses causes profondes, ainsi que les implications de la stratégie pour la mise en œuvre. En matière de choix d'une stratégie spécifique, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Accessibilité financière. Quel est le coût de cette stratégie? Comment comparer ce coût aux autres options disponibles? Opportunité. Quelles sont ses implications politiques? S'inscrit-elle dans le cadre des objectifs de développement nationaux et internationaux? Quel impact aura-t-elle sur les différents groupes d'intérêt? Les étudiants handicapés et les étudiants non handicapés en tireront-ils des avantages? Qu'en pense la communauté des personnes en situation de handicap? Faisabilité. Est-elle réalisable? Repose-t-elle sur des preuves solides? A-t-elle déjà fait l'objet d'un essai pilote? A-t-elle déjà fait ses preuves dans un contexte similaire? Les ressources nécessaires, humaines, financières, physiques, savoir-faire, etc., sont-elles disponibles, ainsi que les capacités institutionnelles et techniques? Viabilité à long terme. Cette stratégie durera-t-elle sur le long terme? Bénéficiera-t-elle d'un soutien politique, d'un financement, etc.? Bref, lors du choix des stratégies, il convient de se poser les questions suivantes. Quels sont les coûts à court terme et à long terme? Quelle sera la réaction du public et des décideurs politiques? Quelles sont les exigences à long terme de cette stratégie? Et les effectifs sont-ils suffisants? Et la documentation et les délais? Et pour plus d'informations, veuillez bien consulter la bibliothèque de l'IIPE sur le choix des stratégies, et notamment la publication qui est appelée Planification stratégique, techniques et méthodes de l'IIPE 2010. Un exemplaire est également disponible dans notre bibliothèque de cours. Bien, si la représentation visuelle de la diapositive 4 présente le suivi et l'évaluation plus loin dans le cycle de planification, il est important de garder à l'esprit que le suivi et l'évaluation doivent faire partie de la planification et non pas être une réflexion après coup. Dans le cadre du processus de planification, il faut prévoir la façon dont le suivi et l'évaluation systémique auront lieu. Il est essentiel de vérifier la mise en œuvre effective des stratégies. Une analyse est susceptible de mettre en évidence de nombreuses stratégies qui ont été planifiées, mais pas mises en œuvre. Il arrive souvent de se montrer trop ambitieux en définissant des stratégies qui en réalité ne sont qu'un tableau d'affichage. Pour éviter ce type de situation, il est important de concevoir un système de suivi et évaluation systématique, lié à des cibles créées comme point de référence pour atteindre les objectifs et les buts. Il est possible de se servir des indicateurs SMART pour définir ces cibles. Elles doivent être, le mot SMART c'est sage en anglais, donc elles doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limitées dans le temps. Les ministères de l'Éducation et la communauté des personnes en situation de handicap
doivent tenir compte des résultats du suivi-évaluation pour améliorer, modifier ou entretenir la mise en œuvre des stratégies. Par exemple, le pays X a décidé que le système de transformation des écoles spéciales en centres de ressources constitue une bonne stratégie pour atteindre différentes parties du pays. Il dispose de 4 centres de ressources opérationnels et prévoit d'en ouvrir 50 autres sur une période d'1 an. Examinons donc les indicateurs SMART. Cette stratégie répond à certains des indicateurs SMART dont nous avons déjà parlé. Est-elle mesurable? Oui. Un objectif clair et mesurable de 50 centres de ressources supplémentaires à ouvrir a été établi. Est-elle réaliste? Oui. Le pays X, qui a déjà réussi cette transformation, considère que le projet mérite d'être étendu. Est-elle limitée dans le temps? Encore oui. L'objectif indique clairement le délai d'1 an pour mettre en œuvre cette stratégie. Cependant, tous les indicateurs ne sont pas satisfaits. Par exemple, cette stratégie est-elle spécifique? Non. La stratégie ne précise pas les modalités de mise en œuvre, ni les conditions à remplir pour y parvenir, ce qui nous amène directement à l'autre indicateur. La stratégie est-elle atteignable? Non. Passer de 4 à 50 centres de ressources opérationnels est impossible pour le pays X. Avec les ressources disponibles et une planification limitée, l'objectif n'a pas été atteint. Le résultat a été que seuls 2 centres de ressources supplémentaires ont été ouverts en 1 an. Que fallait-il faire autrement? À présent, nous allons analyser 3 études de cas. Étude de cas numéro 1. C'est le cas de Sierra Leone. Le ministère de l'Éducation de la Sierra Leone s'est engagé à élaborer une politique visant à promouvoir l'éducation inclusive. En collaboration avec le réseau Education for Children with Disabilities Network en Sierra Leone, donc l'éducation pour les enfants avec des handicaps, un réseau de Sierra Leone, Sightsavers a demandé à l'Université de Northampton de mener une enquête afin de formuler des conseils sur l'évaluation des besoins, la sensibilisation, les dispositifs fonctionnels, le matériel d'enseignement et d'apprentissage, la participation à la formation et la recherche. En guise de stratégie, des entretiens et des discussions de groupe avec les principaux intervenants ont eu lieu dans 4 régions, ainsi que des missions d'observation en classe. Les données ont été collectées à la fin de l'année 2016. En conséquence, le réseau ECDN a présenté au ministère en 2017 un rapport assorti de recommandations ainsi qu'un projet de politique. Les propositions de changement sont incluses dans le plan sectoriel de l'éducation nationale de la Sierra Leone de 2018. Prenez maintenant le temps de discuter de la stratégie du point de vue de son accessibilité financière, de son opportunité, de sa faisabilité et de sa viabilité. Étude de cas numéro 2. Le défi pour le Vietnam était de préparer des formateurs d'enseignants à mettre en œuvre un programme national d'éducation inclusive. Ils n'avaient pas les connaissances et les compétences nécessaires pour soutenir près d'1 million d'enseignants dans les écoles maternelles, primaires et secondaires du Vietnam. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec Catholic Relief Services, CRS, et un consultant externe, a élaboré un programme national de base et un cadre pédagogique pour l'éducation inclusive. Dans le cadre de la stratégie, 40 heures de formation ont été dispensées à 47 formateurs d'enseignants dans les universités et les collèges du pays.
Ces formateurs d'enseignants sont ensuite devenus des experts en ressources pour soutenir leurs collègues dans les établissements de formation des enseignants. En conséquence, les formateurs d'enseignants ont acquis une meilleure compréhension de l'inclusion et une volonté plus affirmée, mais ont eu besoin de beaucoup plus d'informations sur l'inclusion et les meilleures pratiques pour aider les enfants en situation de handicap. Un plan d'action a été proposé pour apporter des changements au niveau des collèges et des universités, ainsi qu'au sein du système éducatif. D'autres programmes de formation ont été planifiés afin de garantir que tous les formateurs d'enseignants reçoivent une formation sur l'éducation inclusive. Prenez maintenant le temps de discuter de la stratégie du point de vue de son accessibilité financière, de son opportunité, de sa faisabilité et de sa viabilité. Nous arrivons maintenant à l'étude de cas numéro 3, le cas du Kenya. Donohue et Boardman, qui ont écrit ce travail, cette recherche en 2015, ont observé que les enseignants nourrissaient peu d'attentes quant à la capacité à lire des apprenants qui ont un handicap visuel. Les enseignants peuvent se montrer réticents à travailler avec des enfants en situation de handicap, dont ils considèrent qu'ils créent une charge de travail supplémentaire. En effet, un examen des études menées dans 26 pays en développement révèle que la majorité des enseignants ont une attitude neutre ou bien négative à l'égard de l'éducation inclusive. C'est une étude faite en 2010. Pour aborder les attitudes des enseignants, une initiative au Kenya a proposé une formation en cours d'emploi sur l'éducation inclusive par le biais d'une approche en cascade. C'était financé par Leonard Cheshire Disability. Les résultats ont montré que les enseignants ont effectivement manifesté des attitudes beaucoup plus positives à l'égard de l'éducation inclusive et renforcé leur confiance dans leur capacité à mettre en œuvre des pratiques inclusives, mais qui n'ont pas réellement changé leur comportement d'enseignement en classe. Les auteurs ont conclu à la nécessité de trouver des solutions pratiques pour permettre aux enseignants d'appliquer leurs nouvelles connaissances pédagogiques et leur vision de l'éducation inclusive à leurs propres pratiques en classe. Bien, prenez maintenant le temps de discuter de la stratégie du point de vue de son accessibilité financière, de son opportunité, de sa faisabilité et de sa viabilité. Et voilà, félicitations! Vous avez travaillé en étroite collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap et beaucoup d'autres personnes et vous vous êtes mis d'accord sur des stratégies abordables que les gens souhaitent, qui sont faisables et qui semblent être viables à long terme. Le plus dur est fait, n'est-ce pas? Si seulement c'était vrai. En réalité, à ce stade, vous disposez d'une carte qui vous indique où vous devez aller. Et si vous devez vous déplacer à pied, en fauteuil roulant, en bus, en voiture, en train ou en avion. Mais un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Et toutes les cartes du monde ne serviront à rien si ce n'était pas fait. C'est là qu'intervient le plan de mise en œuvre. Assigner des responsabilités pour toutes les tâches. Il faut pouvoir compter sur des personnes possédant les bonnes compétences techniques, ayant un esprit d'équipe. Veillez aussi à impliquer la communauté des personnes en situation de handicap. Il faut aussi assurer le financement nécessaire. Les ressources doivent être disponibles en temps voulu, de manière transparente et au niveau de la prestation de services. Il faut aussi mettre en place une structure de gestion responsable avec des lignes de communication ouvertes et dont le responsable est clairement identifié. Il est important d'avoir une hiérarchie clairement définie, assortie des révisions régulières intégrées au processus. Il faut aussi créer un système de suivi et d'évaluation pour suivre les progrès par rapport aux étapes convenues. Un système d'ailleurs qui soit inclusif.
Et finalement, il faut créer une culture ou un environnement garantissant que chacun se concentre sur les objectifs à atteindre, avec une vision et des attentes claires en termes de réussite, une approche inclusive constamment modelée et des incitations à la réussite. Pour poursuivre, vous êtes invité à travailler en équipe sur les activités de groupe du module 3. Et merci bien à tous et à toutes.